Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous et de participer à ce webinaire. Donc, je suis Elisabeth Ribou, déléguée générale de la Fondation Cœur et Recherche, qui est la fondation de la recherche sur les maladies cardiovasculaires. Et nous avons eu envie d'organiser ce webinaire aujourd'hui sur les pathologies cardiovasculaires chez la femme et plus précisément sur la dissection coronaire spontanée, qui est un projet de recherche soutenu par la Fondation Cœur et Recherche et porté par le professeur Pascal Motreff et le docteur Nabila Bouatianaji. Donc on a souhaité avoir leur présentation qui nous explique un petit peu ce qu'est cette pathologie. Mais on a aussi eu envie de faire parler les patientes, d'avoir des témoignages de patientes, mais aussi de vous donner la parole ce soir pour poser vos questions aux chercheurs. Donc, n'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas à poser vos questions. Et donc, on le répète, posez vos questions dans l'onglet QR pour qu'on puisse répondre au mieux tout au long de ce webinaire. Donc, le déroulé va être très simple. Donc, Caroline va intervenir la première et témoigner de ce qu'elle a vécu. Suivront les interventions du professeur Motreff et du docteur Nabila Bouatianaji, puis Mariette qui, elle aussi, interviendra et racontera son parcours. Et enfin, on aura un petit temps de questions-réponses. Voilà, mais écoutez, bonne écoute et à tout à l'heure. Et je donne la parole à Caroline. Donc, je m'appelle Caroline, j'ai 35 ans, j'habite actuellement aux États-Unis, je suis française, mais expatriée et mariée à un Américain. Et on va dire c'était presque 2 ans maintenant, janvier 2019, c'est le jour où j'ai eu mon attaque SCAD. Donc, c'était, on va dire, après 2-3 années de stress assez intense. On a déménagé, mon mari et moi, on a acheté une clinique, on est tous les deux vétérinaires. J'ai eu 2 enfants pendant cette période. On est dans une partie du Colorado qui est difficile. Donc, ça a été assez stressant, on va dire ça comme ça. Le jour avant ma SCAD, on a eu un client très, très difficile qui nous a fait des scènes. Donc, j'étais vraiment stressée, très mal dormie la nuit d'avant. Et le lendemain, donc j'étais off. J'avais pas besoin de travailler. Donc, je suis allée à la piscine avec ma petite de 9 mois. Et en fait, après le cours de piscine, j'étais dans les vestiaires. J'allais prendre ma douche. J'ai pris mon téléphone. J'aurais pas dû prendre mon téléphone. J'ai pris mon téléphone et là, j'avais 150 textos du travail qui me disaient que ce client difficile les avait harassés toute la matinée. Et littéralement, on va dire 2 minutes après, j'ai commencé à avoir un peu de douleur dans la poitrine. Mais j'ai une histoire de crise d'angoisse. Donc, au début, je me suis dit, c'est une crise d'angoisse qui arrive. Mais la douleur vraiment est devenue insoutenable. Je suis quand même allée dans la douche en me disant, bon, je vais simplement faire mes exercices de respiration, ça va passer, généralement ça passe. Sauf que dans la douche, c'est pas passé. J'ai commencé à avoir des sueurs froides, j'ai commencé à avoir la nausée, des difficultés respiratoires. Donc, en gros, tout ce que j'ai pu faire, c'était attraper un t-shirt et puis mes sous-vêtements. Et je suis sortie de la douche, je n'arrivais pas à me tenir debout, je me suis allongée par terre. Il y avait d'autres mamans en fait dans les vestiaires, donc heureusement, il y en avait une qui travaillait dans les ambulances et qui m'a vachement aidée. Donc, je fermais les yeux, elle essayait de me guider dans la respiration. Mais les choses se sont empirées. Donc, ouais, alors j'ai commencé en fait à montrer vraiment tous les signes cliniques d'une crise cardiaque en fait. J'ai vraiment eu les signes classiques, donc la douleur dans la poitrine, les nausées, j'ai commencé à vomir, douleur dans la mâchoire, douleur dans les bras. Et je me souviens, j'ai simplement regardé mes mains à un moment, c'est la seule fois dont je me souviens avoir ouvert les yeux, et mes mains étaient complètement crispées et j'avais les mains bleues en fait. Et là, ça a quand même fait tilt et je me suis dit, c'est bizarre, j'ai jamais eu une crise d'angoisse comme ça. Mais en même temps, on se dit, bon, j'ai
À l'époque, j'avais 33 ans, j'ai aucun facteur de risque. J'avais d'ailleurs été chez le médecin relativement récemment, donc cholestérol normal, la pression artérielle normale, enfin tout était normal, donc on se dit non, c'est pas possible. Et donc même si j'y ai pensé, je me suis dit, ça n'a aucun sens, c'est pas possible à mon âge, je vois pas pourquoi j'aurais une crise cardiaque. Je me suis dit non, c'est vraiment une crise d'angoisse. Alors dans mon malheur, j'ai eu de la chance, la piscine en fait était dans un centre médical. Donc, il y avait un site de ce qu'ils appellent Urgent Care. Donc, ce n'est pas vraiment un service d'urgence. Ils sont quand même vachement plus limités. Mais je crois qu'ils appellent ça un peu comme les maisons médicales de garde en France. Donc, ils sont tout de suite allés chercher le médecin, vraiment à la porte à côté. Et ils sont venus me chercher en chaise roulante. Ils m'ont emmené aux urgences. Donc, quand je suis arrivée, je pense que, je vais être honnête, hein, les médecins et puis les infirmières m'ont tous dit c'est une crise d'angoisse, il n'y a pas de souci. Bon, en théorie, tu as une douleur thoracique, donc on est censé faire des examens pour douleur thoracique. Donc, ils ont quand même fait leur routine, heureusement d'ailleurs. Sauf que, bon, je vais être honnête, ils ont quand même pris leur temps. Et ils ont commencé donc, avec radio du thorax, ils ont fait des examens sanguins, examens urinaires, etc. Mais tout ça, ça a quand même pris, j'ai un peu du mal à me souvenir, mais au moins 3 à 4 heures. Et j'étais toute seule dans une chambre, sans bouton pour pouvoir appeler personne. Et enfin, j'étais en train de vomir, j'arrivais pas, la douleur ne passait pas. Et je leur disais, je comprends pas, la douleur ne passe pas. Ils me disaient, oh, mais tu t'inquiètes pour rien. Et d'ailleurs, c'était assez rigolo, rigolo. Ben, on en parle maintenant, mais il y a une des infirmières qui m'a demandé d'aller chercher un échantillon d'urine. Et je lui dis, j'arrive pas à marcher, je suis pas capable. Et elle me dit, oh, bon, allez, fais un effort, t'as qu'à marcher jusqu'au bout du couloir, c'est pas loin, allez, je te montre. Et je suis arrivée quand même au bout du couloir, j'ai failli tomber dans les pommes dans les toilettes. Et je me souviendrai toujours, elle me regardait d'un air de dire, mais arrête ton cinéma. Et c'est frustrant parce que je me connais, surtout, je vais jamais chez le médecin sauf s'il y a vraiment quelque chose de sérieux. Je disais, j'arrive vraiment pas à marcher, je suis vraiment pas bien. Et elle m'a dit, tiens, ta chambre est là-bas, tu y retournes. Donc, pas d'aide, rien du tout. Ça m'a pris 10 minutes de retourner dans la salle. Et au final, ils ont fait mon ECG, mais ils ont fait mon ECG à la fin. Ils ne l'ont pas fait au début. Donc, c'était le problème. Et quand ils ont fait mon ECG, donc j'ai quand même des connaissances médicales, j'ai regardé mon ECG, puis j'ai bien vu que c'était pas normal. Et effectivement, en fait, j'étais en tachycardie ventriculaire. Donc, pour les gens qui n'ont pas énormément de connaissances médicales, c'est une arythmie en fait du cœur et éventuellement, ça peut amener à un arrêt cardiaque. Donc là, tout à coup, tout le monde commence à s'inquiéter. Et on est passé elle a juste une crise d'angoisse, il faut qu'on la transfère immédiatement à l'hôpital. Et là, je vais être honnête, ça a été très, très rapide. Donc, ils m'ont tout de suite mis défibrillateur sur la poitrine, un cathéter, etc. Et en l'espace, je pense, de 10-15 minutes, l'ambulance était là et puis ils m'ont transférée. Donc, quand je suis arrivée aux urgences, là, pour le coup, j'ai eu de la chance. Un super cardiologue. C'est la première chose qu'il a mentionnée. Il m'a dit, bon, je pense que c'est vraisemblablement SCAD. Il a mentionné la possibilité de Takotsubo, donc ils m'ont fait une écho rapide. Donc, ça n'avait pas l'air d'être Takotsubo. Donc, ils m'ont dit, bon, il faut passer en salle de cathétérisation. Bon, après, je n'ai pas énormément de souvenirs à propos de tout ce qui s'est passé après. Je me souviens de m'être réveillée dans la salle et on m'a dit, bon, oui, tu as fait une crise cardiaque et c'est à cause de SCAD. Et j'en avais jamais entendu parler. Donc, à nouveau, un super cardiologue qui m'a très, très bien expliqué. Ironie du sort, mon papa est cardiologue aussi en France. Donc, je l'ai appelé, puis on en a parlé. Donc, il était choqué également parce que c'est quand même quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Et bon, dans mon cas, j'ai eu de la chance. Je n'ai pas eu besoin d'intervention. Donc, j'ai été traitée de façon médicale, ce qui est quand même plus courant que les gens qui ont besoin d'une intervention comme un bypass.
Et je suis restée en fait à l'hôpital pendant à peu près 3 jours. Et j'ai bien récupéré, bon, très fatiguée, mais ils m'ont renvoyée à la maison après 3 jours, simplement sous traitement médical. Et puis après ça, c'est le début du quotidien après SCAD, qui est quand même un peu particulier. C'est vrai que ça change tout, je vais être honnête. Psychologiquement, on se demande, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai eu cette attaque cardiaque? Donc, moi, de mon côté, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de recherches médicales. J'en ai parlé pas mal avec des médecins. Et donc, on a fait des examens nécessaires pour essayer de voir s'il n'y avait pas de maladie sous-jacente. Donc, une des grosses maladies sous-jacentes, la dysplasie fibromusculaire. Pour moi, il n'y avait rien. Donc, vraiment, pas de cause établie, ce qui est un peu frustrant parce qu'on aimerait quelque chose sur lequel on puisse travailler en disant, bon, je peux peut-être réduire mes chances de récidive. Donc, de mon côté, la seule chose qui semble être quand même commun à beaucoup de patients, c'était le stress et l'anxiété. Donc, même si ça m'a fait mal au cœur et jamais j'aurais pensé, je suis partie en thérapie. Ils ont commencé des médocs pour l'anxiété. Alors, je ne suis plus sous médicaments. Ça fait à peu près 6 mois. Donc, j'ai fait à peu près 1 an, mais je pense que c'est quelque chose, il n'y a vraiment pas de honte à ça. C'est un événement difficile. Ça change notre vie au quotidien. Et si l'anxiété était possiblement un facteur déclenchant, pourquoi ne pas travailler là-dessus de la même façon que quelqu'un travaillerait sur son régime alimentaire ou sur l'exercice physique et ce genre de choses. J'ai fait une réhabilitation cardiaque qui pour moi était cruciale. Ça, je pense que si vous avez l'occasion, moi, ça m'a vraiment, vraiment aidée. Ils m'ont vraiment guidée. Après, j'avais une très, très bonne équipe avec moi. Mais savoir se limiter, savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et puis, retrouver confiance en soi. Parce qu'on se dit toujours, qu'est-ce qui est trop, qu'est-ce qui n'est pas assez, est-ce que je vais me donner une autre attaque cardiaque? Enfin, c'est toute l'anxiété autour de ça. Et arriver à retrouver confiance, en fait. À avoir une vie normale, faire de l'exercice normalement, pouvoir prendre la voiture sans se demander est-ce que je vais faire une attaque cardiaque, est-ce que je peux aller en montagne et tout va bien même si je suis à 2-3 heures d'un hôpital, ce genre de choses. Donc à l'heure d'aujourd'hui, moi ça a beaucoup changé ma vie en général, ça c'est sûr, mais de façon positive finalement. Je pense que j'ai appris à me connaître beaucoup mieux. Maintenant, je sais très bien qu'il y a un risque de récidive, ça c'est certain. Mais je me sens beaucoup plus armée. Je sais à quoi m'attendre. Je sais ce que je dirai au médecin la prochaine fois si j'ai ce genre d'épisode. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment espoir de retrouver une vie normale après SCAD, tout en restant prudent, évidemment. Mais ça prend du temps. Merci Caroline pour ce témoignage très très fort. Je vais passer la parole au professeur Motreff qui va maintenant parler de cette dissection, de ce que vous avez vécu. Merci beaucoup, Elisabeth. J'en profite pour vous remercier, vous et la Fondation Cœur et Recherche, car je sais votre investissement sur cette thématique qui m'est très, très chère. J'ai été très touché par le témoignage de Caroline, que je connais via Facebook. Et pour la petite histoire, si son papa est cardiologue, son papa a contribué à ma formation il y a déjà pas mal d'années, puisqu'il était médecin militaire à Lyon. Et j'étais sous ses ordres pendant mon service militaire. Donc, vous voyez, la boucle est bouclée. Et je suis très heureux aujourd'hui de voir sa fille au travers ce webinaire. Très rapidement, je vais contextualiser la dissection coronaire spontanée. Si notre public n'est pas médecin ou n'a pas forcément une formation médicale, ça s'intègre, et Caroline a lâché le mot, dans la crise cardiaque. C'est un infarctus du myocarde. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais moi, c'est un sujet qui me passionne depuis le début de mes études de médecine. J'ai 52 ans, je suis chef de service de cardiologie. Je me suis toujours intéressé à cette discrimination dont souffrent les femmes face à l'infarctus du myocarde. Aujourd'hui, de manière très concrète, l'infarctus du myocarde, la crise cardiaque, c'est le fléau du siècle
du fait de l'athérosclérose. L'athérosclérose, c'est dû à des mauvaises habitudes d'hygiène de vie, la plupart du temps le tabac, le cholestérol, l'hypertension, le diabète, et souvent une hérédité, l'âge et le sexe masculin. Ça, c'est le cliché typique de la crise cardiaque, de l'infarctus du myocarde. Ce qui fait la singularité de la SCAD, c'est qu'on n'est pas du tout dans le même mécanisme, et ce qui explique que longtemps, ça a été une pathologie méconnue, méprisée, et surtout méconnue des médecins, des urgentistes et des cardiologues. D'où le pronostic qui était absolument effroyable au siècle dernier. Si vous vous amusez à taper PubMed, qui est les évangiles pour nous médecins, PubMed, c'est toute la littérature médicale, vous serez surprise de voir que la moitié des articles liés à la dissection ont moins de 5 ans. Or, c'est une maladie qui a toujours existé. Et encore une fois, c'est important de savoir que l'on ne trouve que ce que l'on cherche et on ne cherche que ce que l'on connaît. Ce qui explique que très longtemps, ces maladies ont été presque moquées. Dieu sait que j'ai beaucoup de respect pour mon maître et mon patron qui m'a formé, mais la première fois que je lui ai parlé d'une dissection coronaire spontanée, il a eu un sourire en me disant « Amuse-toi avec ce dossier, c'est le dernier de ta carrière ». Or, aujourd'hui, et on en parlera tout à l'heure, l'étude DISCO montre qu'il y a une meilleure connaissance. Et ce n'est pas une fierté personnelle ou que je partage avec Nabila, c'est qu'aujourd'hui, on sauve des vies et on a complètement transformé le pronostic de ces jeunes femmes par une meilleure connaissance. Donc, pour faire très synthétique, on parlait tout à l'heure de coïncidence avec Caroline Goutal, la fille de mon collègue. Il y a une autre coïncidence qui va vous faire plaisir, Elisabeth, c'est que j'ai appris en début d'après-midi que l'étude DISCO qu'a financée la Fondation Cœur et Recherche vient d'être acceptée à publication. Donc aujourd'hui, 11 décembre, et franchement, ce n'était pas prévu, DISCO vient d'être publié. Donc les résultats seront diffusés et rendus publics très rapidement. C'est une grande fierté que je partage avec Nabila. Je vous en livre très succinctement les résultats et puis on reviendra un peu plus en détail sur vraiment les avancées en termes de recherche. Et je passerai la parole à Nabila pour tout ce qui est génétique. DISCO, c'est 373 patientes françaises qui ont été incluses en 2 ans. Une collaboration de 51 centres français, ce qui fait que le maillage et la diffusion des connaissances aujourd'hui a beaucoup avancé. Donc, il y a 51 centres qui ont fortement collaboré. On a inclus 373 patients, dont 90% de femmes. Donc, sans vous surprendre, c'est une pathologie féminine. L'âge moyen, c'est 51 ans. Et ce sont des femmes qui n'ont pas de facteur de risque athéromateux. Donc, on sort du cadre de l'infarctus avec ces clichés dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est important. Et moi, j'aime beaucoup le terme de syndrome coronarien aigu, puisque c'est l'infarctus dans notre jargon, mais dit illégitime ou insolite. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à ce qu'une jeune femme, mère de 2 enfants, vétérinaire aux États-Unis, puisse faire une crise cardiaque. C'est toute la difficulté d'écouter ces femmes, de les prendre très au sérieux. Et la grande fierté dans DISCO, c'est que la mortalité est de 0%. C'est 373 femmes qui ont été sauvées, 0 décès. On a un suivi de 1 an. Elles vont toutes très bien. Donc, tout à l'heure, on remettra en question quelques idées reçues sur le pronostic, sur le taux de récurrence qui préoccupe de manière tout à fait légitime ces patients qui ont été touchés comme on prendrait une météorite dans son jardin. Ça tombe brutalement, on ne sait pas pourquoi. Je ne le méritais pas, je n'ai rien fait pour ça, je suis stressé, je suis angoissé. Et on comprend légitimement qu'on a du mal à se reconstruire et qu'il y a un vrai traumatisme psychologique qui est alimenté par une certaine inconnue et parfois une méconnaissance également des médecins qui vous suivent, cardiologues ou médecins généralistes. De manière très rapide, on a connu énormément d'avancées à la fois dans le domaine de la connaissance, dans le domaine du diagnostic et surtout dans le domaine de la thérapeutique. Pour ce qui est de la connaissance, et je ne vais pas aller trop loin, empiéter sur le domaine de Nabila, comme je vous l'ai dit, on sait que ça n'a strictement rien à voir avec la maladie athéromateuse. Donc, les traitements contre le cholestérol, et Dieu sait que j'en prescris des camions à mes autres patients, on n'a pas forcément à lutter contre le cholestérol puisque ça n'a rien à voir. La piste la plus sérieuse, c'est celle d'une fragilité constitutionnelle. Mesdames, plutôt mesdames que messieurs, vous êtes nés avec une fragilité, une prédisposition. Cette prédisposition, et ce qui est très difficile, c'est qu'elle est extrêmement fréquente dans la population. La dysplasie fibromusculaire, qui est la piste la plus sérieuse qu'évoquait tout à l'heure Caroline,
C'est la moitié de nos dissections coronaires, c'est peut-être davantage, mais cette dysplasie, elle existe dans 6% de la population. Donc en France, on a entre 3 et 4 millions de dames qui ont cette dysplasie. Heureusement que les 3 à 4 millions ne vont pas me faire une dissection coronaire spontanée. Donc le risque individuel, et c'est ce qui en fait la difficulté, vous avez autant de chances ou de risques de faire une dissection que si vous achetez une voiture neuve, de vous tuer contre un platane. Ce n'est pas pour autant que vous allez renoncer à la voiture. Mais ce risque, il existe. Donc, il est extrêmement faible. La piste la plus sérieuse, c'est donc une fragilité. Et sur ce terrain fragile, survient une circonstance favorisante. Chez Caroline, ça a été le stress, ça a été peut-être un effort même minime de natation. Dans toute ma patientèle de plus d'une centaine de patientes touchées, on retrouve des efforts, mais de la vie quotidienne. Soulever son enfant sur un fauteuil bébé, ranger un carton dans une armoire. Parfois, c'est un effort qui entraîne cette déchirure sur une fragilité. Il peut y avoir du stress, une anxiété, ou parfois on ne retrouve aucun facteur favorisant. Voilà un peu le niveau des connaissances, et Nabila parlera des liens avec la génétique. Les avancées dans le diagnostic, et ça c'est essentiel parce qu'on ne traite bien que des patientes pour lesquelles on a fait le diagnostic. On le doit à plusieurs aspects. Le premier, c'est que grâce à vous, grâce à nous et modestement grâce à moi, on avance dans la connaissance. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, quand j'en parlais à mon patron, il en souriait. Aujourd'hui, il ne se passe pas un congrès de cardiologie interventionnelle en France sans qu'on évoque la SCAD. Je l'enseigne à tous les étudiants qui se forment en cardiologie interventionnelle. Donc, si vous voulez, on a contaminé l'ensemble du territoire français. Heureusement, aux États-Unis, qui est quand même la terre fondatrice, avec Jacqueline So à Vancouver, l'Amérique du Nord, avec Margaret Tweet, il y a une vraie connaissance qui commence à être diffusée dans l'ensemble de la communauté médicale, mais ça a été très long. Et aujourd'hui, je suis heureux de voir que ce sont les jeunes cardiologues qui m'appellent. Cette semaine, j'ai eu 3 coups de fil, Strasbourg, Rennes, Lille, pour m'envoyer des films. Et ça vient souvent des jeunes cardiologues qui ont cette idée avant leurs aînés. Donc, on a avancé dans la pédagogie et la connaissance. Donc, si on a cette connaissance, on l'évoque. On a fait vraiment du lobbying. Je me suis amusé à reprendre les 3 drôles de dames, vous vous souvenez de ce feuilleton des années 80, en expliquant que quand vous avez 3 dames de moins de 60 ans qui arrivent aux urgences avec une douleur, vous en avez une des 3, c'est 30%, une des 3 qui fait une dissection coronaire spontanée. Donc, à force de montrer dans tous mes congrès de cardio les 3 drôles de dames, ça commence à fixer un petit peu les esprits et on évoque ce diagnostic. La biologie nous a beaucoup aidés. Il y a 10 ans, n'existaient pas des marqueurs extrêmement sensibles. J'ai le regret de confesser que la médecine était très masculine, peut-être un peu misogyne. Et quand on a une jeune dame de 32 ans, de 35 ans qui arrive aux urgences, qui a mal dans la poitrine, on se dit, ouais, c'est bon, elle est hystérique, elle a un problème conjugal, elle s'écoute. Y a une sorte de déni. La troponine, c'est une protéine qui est présente au niveau du cœur. Pour faire très simple, c'est une sorte de test de grossesse de la souffrance du myocarde. C'est comme le PCR aujourd'hui pour le Covid. Dès que vous avez des symptômes suspects aux urgences, vous êtes dosé. Cette troponine est tellement ultra sensible qu'elle a resserré les mailles du filet. Et aujourd'hui, quand vous avez une jeune femme qui arrive aux urgences, avant d'être traitée de ce que vous voulez, de folle, d'hystérique, de simulatrice, on dose cette troponine et là, ça allume un clignotant et on appelle le cardiologue. Le cardiologue évoque le diagnostic et comme l'a subi ou en a profité Caroline, coronarographie, et arrive un autre élément qui a contribué à améliorer le diagnostic, c'est de l'imagerie endocoronaire, dont on a été un peu les promoteurs à Clermont-Ferrand, qui nous ont appris à mieux lire les coronarographies. Parce que là, je ne vais pas rentrer dans un domaine hyper spécialisé, mais à la différence de l'infarctus classique, où c'est une plaque d'athérome du caillot, ce qu'on a l'habitude de voir depuis des dizaines d'années, c'est des signes extrêmement subtils. Encore une fois, quand il n'y avait pas cette connaissance, quand il n'y avait pas ce support d'imagerie, beaucoup de patientes étaient cataloguées d'infarctus de cause inconnue. Et il est intéressant de récupérer dans une patientèle de 55, 60, 65 ans qui a été victime il y a 20, 25 ans. Moi, j'appelle ça des cold cases. Il y a des patientes pour lesquelles on n'avait pas d'explication. Et on reprend le dossier et on se dit, mais bon sang,
c'était une SCAD, mais nos aînés ne connaissaient pas, n'avaient pas tous ces éléments de sensibilité diagnostique que j'évoque aujourd'hui. Donc, dans le diagnostic, on a avancé parce qu'on écoute ces patientes, on les prend au sérieux, on dose la troponine, on fait de la choro. Et à la choro, si on a un doute, on a une imagerie. Et si on a encore un doute, on a WhatsApp et on envoie les images à Motref. C'est ce qui vient d'être fait ce matin de mes collègues de Lille et ce qui a été fait hier de Strasbourg. Et petit à petit, la communauté est formée. Et moi, mes estimations vont vers une prévalence de 1000 à 1500 cas chaque année en France. Donc, il y a encore des cas qui passent au travers. Il y a aussi des formes qui, Dieu merci, évoluent spontanément, naturellement. Des patientes qui ne vont pas aux urgences, qui font certainement une SCAD minime et qui gardent ça pour elles. Quand on reprend l'interrogatoire de nos patientes avec SCAD, il n'est pas exceptionnel que 10, 15 ans plus tôt, il y ait eu un épisode qui est conduit aux urgences 48 heures. Et à l'évidence, il s'est produit une petite déchirure du même type qui est passée inaperçue. Donc, avancer dans la connaissance, avancer dans le diagnostic. Et ce qui vous intéresse au premier lieu, c'est l'avancée dans le traitement. Je vous ai parlé des causes classiques qui recouvrent 99% des cas de figure. Une artère qui est malade, c'est une plaque d'athérome, c'est du caillot. Le seul traitement qu'il faut administrer en urgence, c'est d'aller déboucher ces artères avec deux ennemis de la SCAD, que sont le stent et le traitement anticoagulant puissant. Et ça, on le comprend bien quand on a perçu le mécanisme de la SCAD. Si vous mettez un stent, ces treillis métalliques, des sortes de cylindres métalliques, qui sont salutaires dans toutes les formes d'infarctus, sont catastrophiques dans la SCAD, sauf cas de figure extrême que j'évoquerai peut-être avec vous tout à l'heure, puisque peut-être certaines d'entre vous ont des stents et ça leur a sauvé la peau, mais ça doit être marginal. Pourquoi? Parce que ce ressort, il faut imaginer que la SCAD, je vais faire très simple. La coronaire, c'est un tuyau, un tube de 3 mm de diamètre en moyenne, qui est constitué de plusieurs couches concentriques, l'intima, la médiale, l'adventice. Ce qui vous a conduit à faire une SCAD, c'est qu'entre ces couches, c'est créé un hématome comme quand vous coincez le pouce dans une porte. Et cet hématome va diffuser, grossir, jusqu'à comprimer l'artère et la boucher, et va s'étendre à la fois en longueur et sur la circonférence, jusqu'à parfois se vider dans le tuyau, que l'on appelle la lumière, et créer une fausse lumière. Vous achetez un manteau neuf, vous mettez la main et vous déchirez la doublure, et bien vous créez une dissection, non pas coronaire, mais une dissection du manteau. Si vous stentez dans la doublure, eh bien votre manteau il est fichu. Si vous mettez un stent dans la déchirure, l'artère est fichue. Et on a eu des patientes qui ont été tuées dans les années 80-90 par méconnaissance du diagnostic, où on a utilisé des techniques conventionnelles qui ont été dramatiques. Ça, c'est le premier ennemi. Le deuxième ennemi, quand on traite un infarctus, on utilise des doses puissantes d'anticoagulants. Et vous avez compris que dans un mécanisme d'hématome, si vous mettrez un traitement anticoagulant, c'est éteindre un incendie avec un jerrycan d'essence. C'est-à-dire que votre hématome, il va grossir et entraîner des catastrophes. Donc, je termine en vous précisant que dès lors que le diagnostic est fait, on a appris avec l'expérience que si la patiente va bien, en général, elle a des douleurs parce qu'un hématome, ça fait mal. Mais si son pronostic vital à court terme n'est pas engagé, c'est-à-dire que l'ensemble du myocarde reste irrigué, si la patiente n'est pas en état de choc, elle n'est pas en train de mourir devant nous, on est des cardiologues, donc on gère la tachycardie ventriculaire qu'a connue Caroline, on gère ces épiphénomènes, mais on ne va surtout pas endommager la situation en mettant un stent et en ayant recours à des traitements anticoagulants puissants. Donc en fait, le meilleur traitement qui est validé aujourd'hui, qui a été utilisé dans 80% des cas de notre série DISCO, c'est de ne rien faire. Parce que la nature fait mieux que le cardiologue. Donc cet hématome va se résorber avec le temps. Il faut être patient, attendre plusieurs semaines. Et quand on contrôle ces patientes au 3e mois, on a la bonne surprise de voir que tout s'est colmaté, l'hématome s'est résorbé, les artères sont toutes neuves, il n'y a pas de dégâts myocardiques et le pronostic est excellent. Vous pouvez refaire toute la littérature. Il y a des cas dramatiques. Il y a certainement des jeunes femmes qui font la mort subite à la maison avant d'arriver à l'hôpital. Il y a encore des cas dramatiques. Mais dès lors qu'on a passé la première semaine en soins intensifs, le pronostic est excellent.
Alors certes, vous avez sur votre CV « j'ai fait un infarctus », mais le pronostic n'a rien à voir avec un infarctus classique. L'espérance de vie est excellente. Le taux de récurrence est très, très faible et en général, ce sont des formes mineures. Donc, ça ne mérite pas de vivre avec ce fardeau, cette peur, cette crainte de transmettre à sa descendance. Mais ça, Nabila en parlera. Donc, je suis très fier et très, très optimiste parce qu'il y a 20 ans, cette maladie n'était pas connue du tout. Maintenant, elle est connue, elle est diagnostiquée, elle est appréhendée et on a le plaisir de suivre ces patients très, très longtemps et on passe de bons moments en consultation en essayant, et ça, je vais rassurer Caroline, il y a une période de deuil psychologique qui est incompressible, 6 mois, 1 an, 18 mois. Et je l'ai vécu avec toutes mes patientes. Et c'est entretenu par le sentiment que personne ne connaît cette maladie. Et je crois que les choses vont de mieux en mieux dans ce sens-là. Et l'initiative que vous prenez ce soir, Elisabeth, elle peut contribuer à lever certains tabous et surtout des peurs illégitimes. Merci et puis bravo, c'est génial, vos résultats, c'est fantastique. On est super contents et super fiers de tout ce qui se passe et de toutes ces nouvelles que vous pouvez donner aux patientes. Et je vais passer la parole au docteur Bouatier-Nagy. Merci Nabila. Oui, bonsoir tout le monde. C'est vrai qu'il n'y avait pas une meilleure date pour la publication de l'étude DISCO, c'est aujourd'hui. J'ai déjà félicité Pascal et Nicolas, qui est l'autre leader de cette étude, et on est vraiment très content que ça soit enfin public, parce qu'on est au courant de ces résultats depuis quelques années, et ils sont excellents. C'est ce qui nous a motivés à demander la suite de financement, et on remercie vraiment chaleureusement la Fondation Cœur et Recherche qui a fait confiance à ce projet et il fait aussi confiance maintenant à la suite de ce projet. Donc moi, en fait, ma connexion avec la SCAD, elle est très différente de Pascal. Pascal m'a tout expliqué, il m'a tout enseigné sur la SCAD. Et depuis qu'on s'est rencontrés il y a quasiment 5 ans maintenant, je crois, ou 6 ans, c'est que moi, je travaillais sur la génétique de la dysplasie fibromusculaire. Et parce que je suis allée dans des congrès où on me disait, mais cette dysplasie, on la retrouve dans beaucoup de patients SCAD. Et donc, en fait, on s'était dit, mais est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose en France? On essaiera de voir s'il y a de la dysplasie chez les patients SCAD. Et ça, c'est la partie, en fait, qui nous a réunis dans la question de DISCO. C'était combien y avait-il de dysplasiques parmi les patients SCAD dans une cohorte française, chose qui n'existait pas avant l'étude DISCO. Et maintenant, on a une réponse, à peu près une patiente sur 2 présente une dysplasie. Et donc, moi, quand j'ai commencé à travailler sur ces 2 maladies, du coup, d'un point de vue génétique, c'est très frustrant. Hein. Je venais du fond diabète, obésité, maladie cardiovasculaire classique. Donc, en fait, on sait quand même, il y a des trucs. Il y a une base pour le généticien pour qu'il forme des hypothèses, pour qu'on cherche. Il y a un peu de lumière dans le parking. Il n'y a pas la noire totale pour chercher ces clés qu'on a perdues la nuit. Hein. C'est rien. 3-4 études de cas isolés, des cohortes petites quand même. Hein. C'est vrai qu'il faut reconnaître la contribution de Jacqueline So au Canada sur les connaissances au départ. Mais j'avoue qu'en tant que généticienne, en tant que scientifique, ces cas descriptifs ne me permettent pas vraiment d'orienter les pistes pour savoir quelle est la cause génétique de ces maladies. Et c'est ça ce qui nous manque. En fait, il faut savoir que pour savoir que la cigarette cause le cancer, pour savoir qu'elle cause l'infarctus, il y a eu des études épidémiologiques de plusieurs dizaines, de centaines, de milliers de personnes dans la planète entière depuis les années 40-50. C'est pour ça qu'en fait, on connaît autant de choses. Et des études prospectives, on suit les personnes dans le temps et on compare celui qui fait l'événement, celui qui ne le fait pas, et on a des pistes en fait sur les causes. Que ça soit notamment épidémiologique, c'est-à-dire ceux qui fument, ils ont plus de risques, etc., etc. La SCAD, nous n'avons pas ça pour les raisons que Pascal a expliquées, on ne la connaît pas et on n'a pas de recul. La majorité des études qui existent, ils ont moins de 10 ans. En génétique, c'est moins de 5 ans. Et notre contribution par la cohorte DISCO, il en est pour beaucoup sur ce qu'on connaît actuellement sur la génétique de la SCAD. Donc, quand on parle de génétique, là, c'est là où en fait, il faut vraiment que je prenne juste 2 minutes pour expliquer qu'on n'est pas dans le contexte de génétique, maladie rare, du Téléthon qu'on a vu le week-end dernier, c'est-à-dire mutation foudroyante, un mécanisme qui saute
Et voilà, on arrive en fait à avoir un événement cardiaque à cause de ça. Ça existe, cette forme, mais en fait, elle est très rare et on ne pense pas que ça soit la cause de la majorité des cas de la SCAD. La majorité des cas de la SCAD, c'est en fait, comme il l'a expliqué Pascal d'une façon très précise, c'est cette fragilité qui existe individuellement, c'est-à-dire qu'on va on va accumuler un espèce de cocktail de petits défauts par-ci par-là. Il y en a un qui va faire que telle molécule va peut-être pas être adressée au bon endroit dans la paroi artérielle. Un autre défaut va être la cause peut-être d'une trop forte coagulation. Un autre va être une hypersensibilité au stress. Et en fait, tout ça, c'est de la théorie. On n'a pas encore mis la main là-dessus. Et donc, petit à petit, avec l'accumulation de tous ces petits défauts individuels, on va en fait arriver pendant un moment donné où cette fragilité ne tient pas et il va y avoir craquage de l'artère et elle va faire en fait cet événement-là qui nous paraît si inattendu. Et c'est ça ce qui me fascine en tant que généticienne, c'est que, en gros, c'est que des personnes qui ne devraient pas faire un infarctus qui le font. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment très intriguant, en fait. Hein. En tant que scientifique, on a envie de comprendre. Moi, j'ai envie de savoir pourquoi ces femmes en particulier. Et donc, tous les éléments qu'on essaye de faire dans la partie génétique, c'est donc d'essayer de trouver qu'elles ont en commun en comparant les ADN des patientes entre elles, en comparaison avec, en fait, aussi des cohortes de personnes qui n'ont pas d'événement SCAD. Et c'est ça ce qu'on a réalisé jusqu'à maintenant. On a réalisé des études d'association génétique et on a trouvé qu'il y avait certains endroits dans le génome dont le changement, la variation, elle est quand même beaucoup plus fréquente chez des patients par rapport à des personnes qui n'ont pas fait d'événement cardiaque. Et en fait, on a trouvé quelques-uns, nous. Il y a eu des études récentes par une étude canadienne et aussi une étude américaine. On a encore d'autres petits facteurs qui se sont rajoutés. Et l'ensemble de ces facteurs, c'est lié quand même à la fragilité artérielle. Donc, ça confirme l'hypothèse. Il y a notamment un qui est à côté d'une molécule très importante pour la structure de l'artère qui s'appelle la fibrilline. Et cette molécule, elle est retrouvée comme étant peut-être en pas assez de quantité probablement dans les artères. Ça, on ne le sait pas encore. On sait juste que le signal génétique est proche de cette molécule-là. Il y a d'autres gènes dont la fonction est inconnue. Celui que nous avons décrit sur la cohorte DISCO s'appelle facteur 1. On l'a publié depuis 2 ans maintenant. Et en fait, on ne connaît pas la fonction de ce gène. Ça, c'est la splendeur de la génétique. Hein. On tombe sur des endroits et on met plusieurs années à vraiment établir le mécanisme moléculaire. Malheureusement, ça prend du temps. Il y a des limites non compressibles. À titre d'exemple, on a découvert qu'il y avait un gène très important pour les maladies cardiovasculaires classiques qui s'appelle PCSK9. On le décrit depuis 2003. Il n'y a que quasiment 15 ans plus tard qu'on a vraiment pu avoir un médicament qui cible particulièrement cette molécule. Donc, il faut déjà être sûr que c'est la bonne molécule, qu'on a vraiment compris ce qui s'est passé au niveau de la régulation de cette molécule entre la fonction génétique qui est perdue, etc. Ça prend beaucoup de temps. Donc, en fait, on a énormément de travail à faire dans la phase d'après la découverte des gènes. Et donc, en fait, c'est ce qui occupe une partie de mon laboratoire. Et c'est là où le financement Cœur et Recherche 2 va nous permettre de beaucoup améliorer cette partie-là, parce que nous avons mis en place un modèle cellulaire. Donc, en fait, quand on étudie une maladie comme la SCAD, l'idéal, c'est d'avoir un modèle animal, un petit animal qui fait des événements qui ressemblent à cette maladie. Et après, on peut tester les médicaments dans cet animal, par exemple une souris, évidemment en faisant le maximum de respect de la vie de cette souris. On ne fait pas ça vraiment à la légère dans le domaine de recherche. Hein. On valide les projets par des comités d'éthique pour le respect du bien-être animal. Mais si on avait cette chance d'avoir un animal qui développait la SCAD, on pourrait l'utiliser, parce qu'on ne peut pas faire ça chez l'homme, donc on est obligé de passer par le modèle animal. Malheureusement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas et il pourrait avoir des limites, la taille de l'animal, la position debout, elle peut être importante chez l'homme, qui en fait influence peut-être la mécanique des artères, et qu'une souris ne fasse pas la SCAD, c'est quelque chose en fait qui pourrait être une limitation beaucoup plus importante que juste le fait que personne n'a pensé à faire ce modèle animal.
Et donc, nous, on a opté pour la cellule. Et donc, les cellules qui composent donc, la paroi artérielle, on les étudie au laboratoire. On essaie de voir comment elles se comportent avec ou sans les gènes dont on pense que la fonction est importante pour la SCAD. Et ça, c'est un travail qui est en cours, qui n'est loin d'être finalisé. Ça fait maintenant 2-3 ans qu'on a démarré les travaux. Ça peut être très long, mais l'espoir avec cette recherche-là, c'est que puisqu'on ne sait pas traiter de façon spécifique la SCAD, peut-être au moins on pourrait avoir des mécanismes qui pourraient être des pistes de prévention, peut-être plus tard. Donc, on peut imaginer que si on sait qu'il y a une fragilité dans tel mécanisme ou dans un autre, on pourrait avoir un traitement thérapeutique qui cible spécifiquement ces mécanismes. C'est ça la situation un peu particulière de la SCAD. On a peu de connaissances sur les mécanismes biologiques, à part la coagulation, etc. Mais plus on connaîtra, mieux on pourra en fait concevoir les traitements, que ce soit des traitements qui existent ou des traitements à concevoir. Et là, on passe vraiment dans des domaines de recherche intense qui occupent une bonne partie des équipes de l'INSERM en général et de notre centre de recherche cardiovasculaire. C'est d'être donc à la recherche d'une innovation thérapeutique basée sur la connaissance scientifique et notamment pour notre projet à base de données génétiques dans cette maladie-là. Donc, je vais rester là parce que le temps passe très vite, mais voilà à peu près ce qu'on fait pour essayer de comprendre la SCAD. Donc, notre objectif, nous, c'est de comprendre pourquoi elle arrive. Merci beaucoup, docteur Boissia. Et je vais passer la parole à Mariette, qui va témoigner, elle aussi, de son vécu, de ce qui s'est passé dans sa vie, mais aussi de ce qu'elle a envie de faire plus tard par rapport, et là en ce moment, par rapport à SCAD. Oui. C'est OK, Mariette? Oui, c'est bon. Alors, bon, j'ai eu dans un sens, bon, d'abord, je voudrais remercier quand même vous tous que ce soit organisé, cette réunion. Je suis néerlandaise, donc de temps en temps, j'ai peut-être un choix de mots qui est un peu étonnant, mais bon, voilà. Et je voudrais aussi remercier le professeur Moutreff et Madame Boassia. Et bon, j'ai eu dans un sens la chance parce que j'ai reconnu mon infarctus en fait tout de suite. Je me suis réveillée la nuit à 1h20, 1h22 pour être exact, la veille de mon anniversaire. Et bon, est-ce que c'est lié à ça? Ma mère, elle est morte cette année, donc 7 mois auparavant. Et en fait, je suis née à l'anniversaire de ma mère. Donc, voilà. C'était la première fois que j'allais fêter ça toute seule. Voilà. Et donc, mon infarctus, ben, j'avais le sentiment que j'avais mangé un yaourt avec des morceaux de fer là-dedans, parce que, bon, ça allait de mon estomac vers mes poumons. J'avais l'impression que ça migrait vers mes poumons et après, ça rentrait dans mon bras gauche. Donc, j'ai tout de suite reconnu et donc, j'habite à 5 minutes en fait du CHU et j'ai été aidée très, très rapidement. Alors, pourquoi je raconte ça? Parce que les femmes arrivent souvent avec du retard. Leurs signes de crise cardiaque sont parfois plus vagues et on le voit avec ce qu'a raconté Caroline, que en fait les femmes jeunes avec une SCAD risquent cela encore plus parce qu'elles n'ont pas le profil. Donc elles ont l'air en bonne santé et par exemple il y a quelques jours j'ai eu un contact aussi avec une néerlandaise qui a un mari français et elle a fait une SCAD en France et en Hollande et les 2 fois, en fait, les ambulanciers n'ont pas voulu l'amener. Donc, bon, finalement, ça s'est bien passé parce qu'elle est toujours là. Mais bon, c'est pour dire que les ambulances, il y a aussi du travail à faire à ce niveau-là aussi. Alors, dès le début, je me suis posé des questions parce que je n'y comprenais rien. Donc, je me disais, mais mon cœur, il a des raisons que la raison ne connaît pas. Je vivais sainement, je ne fume pas, je bois peu, j'ai une alimentation équilibrée,
J'ai été végétarienne depuis que j'ai 18 ans, donc je me disais, mais je suis à l'abri, quoi. Et de plus, je suis sportive et voilà, je croyais être une femme forte et je croyais être en bonne santé, très bonne santé en fait. Et bon, ce qui m'a vraiment fait tomber aussi, c'est ce que je croyais que j'allais vieillir sans souci de santé, quoi. Et puis après, ben, il y a un truc comme ça qui m'est tombé dessus. Donc, c'est comme un accident, mais sauf que l'accident, c'est dans mon propre corps que c'est arrivé, sans raison extérieure. Donc, bon, c'est très, très difficile à comprendre. Et donc, bon, j'ai commencé à lire là-dessus. Et ce que je lis en premier, c'était encore à l'hôpital. Et là, je tombe des nues. Je lis que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité féminine. La prise en charge est plus tard et elle récupère plus difficilement. Je me dis, mais comment c'est possible? Pourquoi moi, je ne le sais pas, ni mes amis? Et ça, en France et en Hollande, voilà, je suis... Bon, voilà. Et donc, bon, heureusement, je vois de mon niveau en tant que patiente éclairée, parce que, bon, entre-temps, j'ai lu beaucoup, que vraiment les choses avancent dans la recherche sur SCAD. Et ben, bien sûr, vous l'avez entendu, de Pascal Mautref aussi. Et je trouve ça génial parce que ben, c'est vraiment, vous l'entendez de Madame Boassia aussi, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de bouger, mais il y a aussi encore beaucoup à faire. Alors, bon, tout ça, en fait, cette recherche, ça me fait rêver. Et j'ai envie, en fait, de faire un manuel que je coécrirai avec d'autres patientes. C'était mon idée. Mais bon, le problème, c'était que je connaissais personne qui a eu ça, que j'avais compris que c'était une maladie rare. Et surtout aussi, je n'avais pas d'énergie. Caroline en parlait aussi. Hein, au début, on a vraiment un grand problème d'énergie. Mais bon, ça fait à peu près 3 ans que j'ai eu cette SCAD et je vais mieux. Et puis, au mois de mars, en fait, je fais la connaissance avec des copatientes par SCAD France. J'ai fait connaissance aussi avec Caroline. Et SCAD France, c'est en fait un groupe Facebook fermé français qui existe depuis l'année dernière. Et j'ai vu qu'il y a aussi des Canadiennes. Alors, il y a aussi un autre site qui s'appelle DSAC. Donc, ça, c'est plutôt pour les Québécoises. Bon, alors, donc, j'ai développé mon idée parce que j'ai rencontré ces personnes et puis je me suis dit, ben, c'est génial, je ne suis pas toute seule, il y a du monde en France aussi qui s'y intéresse. Et donc, j'ai créé un site qui s'appelle scadinfo.fr. Et l'idée de ce site est de proposer des informations et aussi des témoignages aux patientes, aussi au niveau psychologique. Et dans le futur, j'aimerais bien y mettre aussi des informations très pratiques, par exemple sur la reprise de travail ou comment chercher de l'aide et du soutien. Alors, bon, ça c'est un but du site, mais l'autre but c'est aussi en fait de sensibiliser le grand public et le corps médical et paramédical. Donc, je vous invite à y jeter un coup d'œil, quoi. Voilà. Bon, personnellement, je suis très sensible à la prévention, qu'elle soit primaire, donc ça veut dire avant la maladie, ou secondaire pour récupérer. Parce que la prévention, ça coûte toujours moins cher à la patiente, bien sûr, mais aussi à la société. Alors, on pourrait imaginer qu'en prévention primaire, il y a un dépistage qui va se faire
pour les maladies cardiovasculaires, comme ça existe pour le cancer du sein ou du col. Donc, que les femmes, à certains moments clés dans leur vie de femme, soient regardées. Voilà. Bon, qu'est-ce que c'est la prévention secondaire? La prévention secondaire, c'est par exemple c'est la réadaptation cardiaque. Caroline a dit ça m'a fait du bien et à moi aussi ça m'a fait un bien fou. Dès le premier jour, j'étais vraiment absolument ravie. J'ai fait du sport de manière très protégée. J'ai été très bien suivie et surtout mentalement, ça m'a donné de nouveau de la confiance dans mon cœur, dans mon corps et psychologiquement. Donc, la prévention secondaire mène à moins de récidives, à une meilleure qualité de vie pour le patient ou la patiente, hein, parce que bon, il y a des femmes, mais aussi des hommes. Et donc, c'est important. Mais en fait, je rêve aussi d'une prise en charge totale avec des protocoles clairs pour la période post-CAD, de la crise cardiaque jusqu'à au moins la première année. C'est vraiment très, très dur. Cette première année, j'en ai bavé. Je ne peux pas le dire autrement. Et je ne suis pas la seule. Je le vois beaucoup sur les groupes Facebook parce que je suis sur des groupes Facebook néerlandais, français, américains. Donc, je vois un peu ce qui se passe. Alors, on pourrait voir ça à plusieurs niveaux. Donc, il y a le niveau médical. Hein, il faudrait regarder quels sont les dépistages à faire. Donc, par exemple, bon, Madame Bouassia travaille sur la génétique. Alors, est-ce qu'il, dans certains cas, il y a un dépistage génétique à faire? Il y a le dépistage sur l'AFMD, il y a d'autres maladies éventuellement. Il faudrait voir quels médicaments prendre et adapter les médicaments aux femmes. Parce que les femmes, on parle là beaucoup de femmes jeunes, donc elles ont leurs règles. Alors, comment faut-il gérer ça avec les anticoagulants? Elles ont aussi souvent une énergie basse. Alors à quoi il faut l'attribuer? Est-ce que c'est lié à leur cœur? Est-ce que c'est peut-être un manque de fer ou de B12? Il y a beaucoup de femmes qui ont un manque de fer, donc ça pourrait être ça. Est-ce que c'est lié à leur périménopause ou à leur ménopause? Ou est-ce qu'il faut changer peut-être le traitement par bêta-bloquant? Je ne suis pas médecin, mais voilà. C'est des questions que les femmes se posent aussi. Alors, mis à part ça, on pourrait aussi penser à leur vie sexuelle. Parce que, bon, quand on regarde sur Internet, sur les problèmes cardiaques, les choses qui sont faites pour les patients, c'est toujours les hommes. Mais comment que c'est pour les femmes? Donc, la vie sexuelle, ça peut être lié à des angoisses par rapport à la crise cardiaque. Ça peut être lié à certains bêta-bloquants. Ça peut être aussi lié à la dépression. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il y a des médecins déjà partout dans le monde qui travaillent. Vous l'avez vu que M. Motreff en parlait déjà. Alors, ensuite, donc, là, j'ai dit donc, que cette prise en charge totale serait intéressante. Alors, ce n'est pas qu'au niveau médical. Moi, je verrais ça de manière plus globale. Par exemple, quel accompagnement au niveau pratique? Là, Caroline, elle a 2 jeunes enfants. Il y a des femmes qui viennent d'accoucher. Alors, il serait bien qu'il y aurait un genre d'aide aux mères qui est automatiquement organisée. Voilà. Il y a le niveau travail aussi. La reprise du travail est très importante dans la récupération de la crise cardiaque. Donc, ça fait du bien de retravailler. Même si c'est 2 heures ou 4 heures au début, c'est important. Mais des fois, il faut une reconversion. Par exemple, les aides soignantes ou dans la restauration, il y a
des grands efforts physiques à faire. Et quand on a eu ce genre de pépin, en fait, je pense que, bon, de nouveau, je ne suis pas médecin, mais ça peut poser problème. Et puis après, donc, j'ai parlé du niveau médical, j'ai parlé de l'accompagnement au niveau pratique, j'ai parlé du niveau travail, mais il y a aussi le niveau psychologique. On a beaucoup à digérer. On a été confronté à la mort. On est soucieuse au début, très, très soucieuse par rapport au futur et au présent, bien sûr. Donc, ce serait bien s'il y aurait des protocoles pour apprendre à gérer le stress. Surtout, vous voyez bien qu'il y a un lien avec le stress. Donc, comment il faut le gérer? Il y a des femmes qui souffrent du trouble de stress post-traumatique, hein, parce que c'est quand même pas rien ce qu'on a vécu. Et parfois, les femmes n'ont pas été crues, ça a pris du temps. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses à digérer. Il y a aussi des femmes qui ont des crises de panique. Et donc, voilà, ce serait bien que ce côté psychologique serait aussi pris en compte. Ce qui est aussi à ce niveau psychologique, ce serait peut-être des protocoles pour la manière, comment donner les informations aux femmes sur la FMD, ou sur le fait qu'on ne peut peut-être plus avoir d'enfants. Ce sont des choses difficiles et bon, voilà, je pense qu'il faudrait penser aussi à ce côté psychologique. Voilà. Donc, la SCAD est plutôt une maladie de femmes et j'aimerais qu'il y ait autant d'attention pour les maladies cardiaques que pour le cancer du sein. Voilà. Merci Mariette, vous avez tout à fait raison de soulever tous ces problèmes et d'avoir envie qu'effectivement le cœur des femmes soit traité et qu'on travaille sur ces pathologies de la même manière que le cancer du sein pour qu'il y ait effectivement autant de résultats positifs d'ici quelques temps que ce qu'on a pu voir pour le cancer du sein. Et on va laisser maintenant la parole, vous allez tous pouvoir poser vos questions et donc laisser la parole au professeur Mautref, au docteur Boissia et répondre un maximum à toutes vos interrogations. Un immense merci Mariette à toutes ces idées incroyables et toutes les questions que vous venez de soulever. Merci. Je pense que Pascal a répondu à fur et à mesure aux questions qui se posaient dans le chat, c'est bien. Moi, je voulais saluer l'initiative de Mariette, qui, à mon avis, est indispensable. Loin de moi de me permettre de lui donner des conseils, mais je pense que les associations de patients doivent ne pas se tromper d'objectif. C'est-à-dire que vous l'avez parfaitement souligné, la surmortalité de l'infarctus chez la femme est un vrai problème. C'est la première cause de mortalité chez la femme, les pathologies cardiovasculaires. Et il y a 8 fois plus de décès de pathologies cardiovasculaires que dans le cancer du sein. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment méconnu. La Fédération française de cardiologie travaille beaucoup pour justement faire bouger les idées reçues. Et on le vit malheureusement, heureusement de moins en moins, mais encore des dénis de diagnostic lorsqu'une femme appelle la régulation du SAMU et se plaint de douleur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Mais à mon avis, la mission que vous vous donnez, Mariette, est un peu disproportionnée. Je crois que le gros travail, c'est de former le grand public dans l'ensemble des pathologies cardiovasculaires et notamment l'infarctus du myocarde, qu'il soit une SCAD ou pas. Je vous rejoins tout à fait dans le besoin d'une meilleure information et d'une prévention. Ce qui m'ennuie un peu, c'est de lier cette mission de prévention et de santé publique à la SCAD, qui, sans aucun mépris, puisque moi, ça me passionne, ne touche finalement qu'une infime minorité, et heureusement, des patientes,
alors qu'en termes de santé publique, il est essentiel d'encourager l'ensemble des patientes de moins de 60 ans ou plus, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, avec l'avènement du tabac chez la femme, tabac plus pilule, des rythmes de vie complètement démentiels, une hygiène alimentaire qui n'est plus celle d'il y a 40 ou 50 ans parce qu'on saute des repas, on mange des sandwichs, font qu'aujourd'hui, on est encore loin de la parité, mais le taux d'infarctus de la femme de moins de 60 ans a doublé en 15 ans. Donc, le véritable enjeu de santé publique, c'est la prise en charge de l'infarctus, quel qu'en soit le mécanisme, sans discrimination. Donc, les messages de prévention doivent, à mon avis, englober l'ensemble des mécanismes d'infarctus du myocarde. Il faut cibler l'infarctus de la femme jeune, qui est un véritable scandale. Par contre, et là où votre démarche me paraît tout à fait intéressante, c'est de contribuer à l'information, à la dédramatisation de la survenue d'un SCAD en post-infarctus et peut-être des retours d'expérience, des échanges d'expérience avec des messages très simples, comme vous l'avez évoqué, l'importance du soutien psychologique, l'importance de la réadaptation, dédramatiser et rassurer les mamans en se disant « ma fille ne va pas faire une SCAD également ». Il y a eu 2 cas familiaux publiés depuis la nuit des temps, donc il faudrait vraiment peu de chance pour qu'il y ait 2 météorites qui tombent dans le même jardin. Donc ça, c'est hyper important pour les mères de famille que vous êtes. Donc ça, c'est des messages, à mon avis, essentiels qu'une association de malades peuvent véhiculer. Ensuite, les missions de formation et de vulgarisation, c'est plutôt mon job à moi, mais auprès des médecins, urgentistes, cardiologues interventionnels, et c'est ce que je m'efforce de faire, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'erreur dans la prise en charge de l'infarctus lorsque cet infarctus est lié à une SCAD. Donc, sans conseil, je ne me permettrai pas, mais je crois que c'est important de relayer des messages de santé publique sur globalement l'infarctus, encore une fois, quel qu'en soit le mécanisme, et par contre accompagner les victimes de SCAD dans une information. Et parfois, vous pouvez même être des intermédiaires, c'est ce que je suggérais dans les questions-réponses. Et si Elisabeth m'y autorise, je crois que je peux vous fournir 2-3 papiers qui ne sont pas de la vulgarisation, mais qui sont accessibles. Il y en a 2 qui sont en anglais et le 3e que j'ai rédigé en français, qui peut permettre, moyennant quelques photocopies, d'informer votre médecin généraliste. Parce que pour l'instant, moi, mon étape a été limitée à la formation des cardiologues interventionnels, maintenant aux cardiologues traitants, ce qui est encore plus ambitieux. Mais beaucoup de médecins généralistes méconnaissent totalement. Donc moi, pour toutes mes patientes, je leur joins un fichier à part pour qu'ils en sachent au moins autant que leurs patientes sur notamment les mécanismes et puis aller à l'encontre d'idées reçues. Et on y reviendra peut-être, mais sur la plupart des questions qui me sont posées, on ressent une certaine culpabilité. C'est-à-dire que ça, c'est le défaut des médecins actuels que l'on voit sur les plateaux télé concernant le Covid, c'est qu'ils n'ont pas l'honnêteté de dire « je ne sais pas ». Et avec Nabila, on essaie année après année d'en savoir un peu plus. Mais moi, je vous expose humblement mes limites. Il y a encore beaucoup de choses que l'on méconnaît. Par contre, je ne supporte pas qu'on continue à entretenir des fausses idées. Si vous faites la littérature sur la SCAD avant les années 90, SCAD voulait dire grossesse. Pourquoi? Parce que les premiers cas qui ont été décrits de dissection l'ont été lors de survenue de grossesse. Parce que, justement, comme je vous disais, on ne trouve que ce que l'on cherche et on ne cherche que ce que l'on connaît. Survenait un infarctus illégitime chez une jeune femme enceinte de 25 ans, eh bien, on allait à la coronarographie, on trouvait une dissection. Et bon sang, c'était tellement simple que d'associer les deux. Donc, si vous prenez des cardiologues de plus de 70 ans, ils vont tous vous faire cette remarque. Ben, si vous n'êtes pas enceinte, vous ne pouvez pas avoir fait une SCAD. Or, aujourd'hui, avec le recul, Jacqueline Sau et nos travaux montrent que 3 à 4% seulement des femmes font une SCAD pendant leur grossesse ou en post-accouchement. Or, vous allez vous rendre compte que si une femme met au monde 2 enfants, elle va passer 4% de son temps dans sa vie génitale enceinte. Donc, c'est un facteur hasard, même si l'effort de délivrance, le 3e trimestre de grossesse, peut constituer un équivalent d'effort. Mais il faut pas lier la SCAD à la grossesse, comme il ne faut pas la lier à la pilule ou au traitement hormonal substitutif. Ça, c'est des vieilles idées qu'on essaie de combattre, parce que vous allez trouver, bien sûr, sur 400 femmes qui font une dissection, il y en a bien certaines qui ont la pilule, il y en a certaines qui jouent au poker,
Il y en a d'autres qui collectionnent les timbres, mais il n'y a pas de lien de causalité, vous comprenez? Donc, quand les questions me sont posées sur l'alimentation, les questions me sont posées sur les hormones, eh ben, pour l'instant, on ne sait pas. Là où on est un peu plus gêné, c'est pour l'autorisation de grossesse. Quand vous avez eu à gérer une dame qui a failli mourir avec une déchirure de l'ensemble de ses coronaires survenue après la naissance de ses jumeaux, ce que j'ai eu à gérer il y a 4 ans, ça m'est difficile, encore une fois, avec les limites de ma connaissance. Vous n'aurez jamais d'études randomisées avec 10 000 patientes enceintes ou 10 000 nullipares. Vous n'aurez jamais de travaux scientifiques sur le sujet. Mais intuitivement, le cardiologue que je suis et connaissant les mécanismes, on les rappelle, fragilité et déchirure sur un coup de stress mécanique, c'est-à-dire une poussée de tension ou un effort à glotte fermée ou un effort intense. Une femme qui a eu le bonheur d'avoir 2 enfants, je n'ai pas envie qu'elle meure en couche en faisant le 3e. Donc, encore une fois, je ne suis pas en capacité de lui interdire. L'haltérophilie, par contre, je peux lui interdire. Les efforts immenses, soulever une armoire normande, je vais lui déconseiller. La grossesse, je lui conseille très fortement d'éviter, mais dans les limites de mes connaissances. Et personne au monde ne peut être affirmatif sur le sujet. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous voulez encore échanger? Alors, juste pour toucher 2 mots sur les questions génétiques qui ont fait partie des questions citées par Mariette, mais aussi dans le groupe Facebook, il me semble. Juste par rapport à ça, parce qu'on se pose toujours la question, il y a des personnes aux États-Unis qui parlent peut-être justement dans les réseaux sociaux d'avoir fait des tests génétiques parce qu'ils ont vu qu'il y avait la possibilité de le faire dans un centre. Comme vous savez, aux États-Unis, ça se passe différemment par rapport à la France. On peut en fait payer ça, aller dans un centre et demander de faire un test génétique. Donc, l'état actuel des connaissances, il n'est pas utile de faire un test génétique en l'absence d'autres caractéristiques cliniques de maladies génétiques établies. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait un SCAD, s'il fait en fait un test génétique, il y a moins de 1% de chances qu'il soit vraiment porteur d'une mutation importante dans un gène connu qui pourrait un peu changer sa prise en charge et lui faire un diagnostic génétique par rapport à une maladie importante comme le Marfan, comme l'Ehlers-Danlos, qui sont des pathologies quand même très, très rares. Donc ça, c'est une étude, par exemple, à laquelle j'ai participé, qui est sortie il y a 2 mois sur une cohorte britannique. Ils ont séquencé 384 patients SCAD, moins de 1%. 0,007 avaient des mutations à effet garanti d'être causatif pour un de ces syndromes rares. Donc, c'est vraiment la personne qui fait un SCAD, il y a peu de chances qu'elle soit syndromique. Et ça vient du fait qu'il se trouve que la SCAD arrive en même temps, certaines fois, donc des cas très rares, en même temps que d'autres problèmes artériels dus à cette fragilité. Donc, il y a des syndromes, c'est des cas vraiment, je ne sais pas combien, une naissance sur 300 000 pour le cas de l'Ehlers-Danlos vasculaire que je connais un petit peu, où des personnes, ils sont en fait très, très affectés. Ils ont plein d'autres problèmes. Ils ont un prolapsus, par exemple, ils ont des valvulopathies, ils ont un risque de rupture de l'aorte assez important et en même temps, ils font une SCAD. Donc, de faire le diagnostic via le SCAD de ces syndromes, c'est vraiment très rare. Mais si on sent qu'on a quand même des soupçons, le mieux, c'est d'en parler à son médecin traitant. C'est ce que je dirais. Mais bon, Pascal, tu me corrigeras si je dis des choses peut-être pas du tout conseillées. Mais c'est ce qu'il faut faire, c'est de s'assurer qu'il y a une raison pour laquelle on ferait un test génétique. Faire juste un test génétique pour satisfaire sa curiosité génétique n'est vraiment pas une bonne idée. Moi, je compléterai avec toutes les limites du cardiologue que je suis. Donc, je suis très, très loin d'avoir les compétences de Nabila en génétique. Donc, je me rapproche plutôt du grand public en termes de génétique. C'est que, à la différence d'autres pathologies, on va prendre la trisomie, le daltonisme, l'hémophilie, vous avez une réponse qui est binaire. Vous faites un test, vous êtes positif. Ah, je suis touché. J'ai une probabilité de 50%. C'est la génétique qu'on avait appris au collège. J'ai la probabilité de 50% de le transmettre à ma fille. Peut-être que ma sœur, là aussi, à 50%. Là, on n'est pas du tout dans le même registre.
C'est-à-dire que c'est des faisceaux d'arguments, des mutations génétiques qui peuvent contribuer à une situation éventuellement prédisposante. Donc aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la même mentalité que la mentalité nord-américaine où souvent ces bilans sont motivés par des assurances ou autres. C'est-à-dire que si vous êtes touché, vous n'allez pas rassurer votre fille ou votre sœur en disant « Moi, je vais faire le test génétique, je suis positif. Si toi, tu es positif, tu peux t'angoisser. Si tu es négatif, tu es sorti d'affaire. » Là, on est vraiment dans une thématique où, en dehors des chercheurs fous que nous sommes avec Nabila pour essayer de faire avancer la connaissance, à titre individuel, et c'est le courrier qu'on est en train de préparer à toutes les patientes qui ont eu la gentillesse d'accepter d'être incluses dans Disco, c'est que ça ne va pas changer la phase de leur vie de savoir si elles ont la mutation par rapport à d'autres, si ce n'est que ça va générer une angoisse qui ne va pas amputer leur espérance de vie, mais qui va leur enquiquiner le reste de vie qui leur reste à vivre et qui va être, je l'espère, extrêmement longue. Donc, pour l'instant, c'est quelque chose qu'il faut peut-être sortir de l'esprit des gens, de se dire la génétique va finir par nous qualifier de blanc ou de noir. C'est beaucoup plus subtil dans le domaine. Alors, juste pour ne pas rester sur un point négatif concernant la génétique, mais ça, c'est mon côté. Donc, en fait, l'outil génétique qu'on utilise, nous, au laboratoire, c'est vraiment un outil. C'est pour comprendre, en fait. Alors qu'en diagnostic, ce n'est absolument pas utile individuellement. Et nous, en fait, en étudiant l'outil génétique au niveau de la population des malades, on essaye, en fait, d'en sortir des leçons sur la biologie de cette maladie-là. Alors, il y avait une question sur la recherche de dysplasie fibromusculaire. Alors, les deux aspects dans le Disco, il y avait une recherche phénotypique et génotypique. Pour parler français, génotypique, c'est Nabila à partir d'un petit flacon qui analyse l'ADN. Donc ça, c'est de la génétique. Le phénotype, c'est toutes les techniques médicales cardiologiques qui permettent de dépister la dysplasie fibromusculaire. Alors, il y a plusieurs examens, plusieurs techniques et plusieurs endroits où on la recherche. Les artères à destinée des reins, les artères à destinée du cou et du cerveau, donc les carotides et les artères intracérébrales, et enfin les artères à destinée des jambes. On peut le faire soit par un échodoppler auprès de votre cardiologue, ou soit votre cardiologue peut vous prescrire un scanner pour s'assurer que vous n'avez pas une dysplasie. Alors, quelles sont les conséquences cliniques de cette dysplasie? Ça peut engendrer une hypertension artérielle s'il y a des rétrécissements sur l'artère, et là, il y a un traitement qui peut être efficace proposé. Donc, c'est l'intérêt de rechercher cette dysplasie, notamment si vous êtes hypertendu. Et enfin, pour les cas les plus extrêmes, ça peut être intéressant de dépister des anévrismes au niveau des carotides ou des artères du cerveau. Donc, vu le lien étroit que Nabila et moi avons démontré entre les deux maladies, il est plutôt recommandé de faire un dépistage sans urgence, sans panique. Rechercher la dysplasie fibromusculaire, c'est quelque chose qui aujourd'hui est recommandé. J'ai une question là-dessus. Oui, je vous écoute. C'est-à-dire, quelles artères est-ce qu'il faut faire regarder? Est-ce que c'est le tronc entier, les reins inclus? Quels sont, voilà, comment il faut voir ça? Est-ce que je suis claire? Non, vous êtes très clair. La dysplasie touche les artères, les artères de moyen calibre. Et on sait sur les études qui ont été faites de manière systématique, et Disco y a contribué, qu'il y a des sites qui sont plus touchés que les uns que les autres. Donc, ce sont les artères rénales qui souvent ont un aspect de collier de perles avec à la fois des anévrismes, c'est-à-dire des dilatations et des rétrécissements qui viennent altérer le flux. Et comme les reins sont moins bien perfusés, ils réagissent en sécrétant de la rénine qui contribue à l'hypertension artérielle. Donc, le risque, ce n'est pas l'insuffisance rénale, c'est davantage l'hypertension. Et donc, ces dilatations et ces rétrécissements peuvent également toucher d'autres artères, plus rarement les artères des jambes et un peu moins rarement les artères du cou. Donc, quelqu'un qui a une dysplasie, ça peut être intéressant d'avoir un premier dépistage. Et comme vous l'avez dit, Nabila, une fois sur deux, on en retrouve, une fois sur deux, on n'en retrouve pas. Mais ça n'amène pas des chirurgies récurrentes, des interventions. Ça amène à une surveillance. Il y a des cas historiques où ça prend des proportions et il serait dommage de méconnaître ces anomalies si elles existent. Mais je vous remercie beaucoup de dédramatiser en fait pour les patients parce que c'est important. C'est pour ça qu'elles reviennent, mes patientes. Je leur donne la morale.
Ouais. Mais en fait, plus on connaîtra de choses, plus on sera en situation de maîtrise c'est la connaissance qui nous manque et qui nous rendait un peu effrayés devant la SCAD. Donc là, maintenant, on peut aller que Non. vers le mieux. Je vous cache pas que j'ai le sourire, mais que quand on voit arriver une mère de famille de 30 ans en état de choc cardiogénique qui pleure en disant « je ne veux pas mourir parce que j'ai une fille, je suis toute seule à m'en occuper », je peux vous jurer que ça vous tanne un peu le cuir. C'est-à-dire qu'on sait que les premières minutes sont primordiales et le fait de mieux connaître cette maladie, d'avoir les outils. Un jour, on en reparlera lors d'une autre conférence. On a inventé des nouveaux traitements dans des situations de sauvetage qui ont pu sauver des vies. Ça, c'est extrêmement gratifiant. Donc, la période aiguë est beaucoup moins détendue qu'on peut l'être ce soir. Mais une fois que cet épisode aigu est passé, c'est vrai qu'on peut avoir le sourire et on sait que l'évolution est excellente. Une fois passées les émotions, que vous partagez vous en tant que malade parce que vous vous voyez mourir subitement, et nous, en tant que cardiologue, parce qu'on sait que ça peut très, très vite mal se passer si on n'a pas les bons gestes. Voilà, mais écoutez, un immense merci. En tout cas, on s'est rendu compte que ce projet de recherche, il permet de sauver des vies, il a permis de sauver des vies. Et ce que vous avez pu comprendre aussi, c'est que le projet continue. Il continue en France, il continue même au Luxembourg grâce à la Fondation Daniel Wagner. J'ai aussi envie de dire merci à tous les partenaires qui nous accompagnent régulièrement pour soutenir la recherche cardiovasculaire et rendre visible la problématique du cœur des femmes, et notamment un des partenaires de la Fondation qui est la Fondation Angela. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée.